Donc rebonjour, alors le cours sur la pile à hydrogène, deuxième épisode. Donc ici on va faire le point sur la réaction chimique qui est mise en œuvre au sein typiquement d'une pile. Alors euh, c'est une réaction du type oxydoréduction, donc on va identifier les principaux réactifs et puis le résultat. À l'anode, c'est-à-dire du côté où arrive l'hydrogène, en fait, comme on a un blocage des électrons, on va avoir ici une possibilité quand même de passage globalement des protons à travers la membrane avec une séparation. Donc de l'atome d'hydrogène qui se scinde donc d'un côté H+, les protons qui passent dans la membrane, et de l'autre côté on a les électrons qui font leur petit bonhomme de chemin en passant par le circuit externe. Donc cette réaction elle dégage une certaine quantité de chaleur, et on dit qu'il y a en fait une oxydation des hydrogènes, c'est-à-dire que c'est équivalent à une perte d'électrons. D'accord. Donc on dit aussi que c'est l'élément réducteur de la réaction. De manière assez symétrique à la cathode, donc la borne positive en fait, de la pile, on va avoir le bilan suivant, c'est-à-dire qu'on va retrouver les protons qui sont passés à travers la membrane, qui rejoignent en fait le gaz dioxygène, pardon, qui se recompose, les électrons également arrivent de leur côté, et tout ça en fait ça se recompose pour former tout simplement H2O à partir de ces composants de base, et avec un dégagement de chaleur ici. Donc on a le principe de pompe qui s'est activé, c'est-à-dire qu'on a les protons, les électrons, le gaz oxygène qui est puisé dans l'air, et on fabrique de l'eau sous forme de vapeur et éventuellement un petit peu de liquide en fonction des conditions ambiantes. Voilà. Donc au niveau de cette borne de la pile, on dit qu'on a réduction de l'oxygène, c'est-à-dire qu'en fait ce corps récupère en fait des électrons. Voilà. Et évidemment, ça c'est un petit peu la palissade, mais le dioxygène est tout simplement l'oxydant. On est sur une planète oxydante, que ce soit dans l'air ou dans l'eau, donc il est omniprésent cet élément-là. Voilà. Donc voilà pour les différents événements qui se produisent au niveau des bornes de la pile, qui sont assez classiques. L'avantage, c'est qu'il n'y a aucun polluant dans cette affaire. Il n'y a que de l'oxygène, que de l'hydrogène et que de l'eau. Donc sur le plan écologique, c'est assez favorable. Globalement, on a fait en fait ce qu'on appelle la synthèse de l'eau, c'est-à-dire on a amené les deux gaz en présence au niveau des entrées de la machine, et puis on récupère de l'eau et puis de la chaleur. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la réaction de synthèse de l'eau par opposition. On aurait ici l'électrolyse de l'eau qui est effectuée par un électrolyseur qui consiste dans l'autre cas donc à casser la molécule. Là on va la reformer, donc on va obtenir cet effet pompe compte tenu de l'affinité des deux gaz, et puis on va récupérer plein d'énergie et puis un petit peu de chaleur. Voilà, donc ce qui est important de noter pour la suite aussi, c'est que pour compte tenu de la réaction qui est mise en jeu, pour chaque molécule en fait, et ensuite au niveau des moles, on aura le même bilan. C'est-à-dire qu'on a deux électrons qui sont mis en jeu dans la réaction chimique de base de fonctionnement de cette pile. Voilà. On parle également de combustion, on va dire qu'en définitive, le H2 c'est un petit peu un carburant, comme d'autres carburants, qui va être sujet à la combustion dans l'oxygène en fait, qui va brûler. Voilà. C'est une image ici plutôt qu'autre chose. Dans le milieu qui correspond donc à celui confiné de la pile. Voilà. Donc l'électrolyseur marche exactement à l'inverse, c'est-à-dire que technologiquement,
Pour fabriquer un électrolyseur, on prend une pile et puis on la fait fonctionner à l'envers. En fait, on fournit de l'énergie, on amène du courant et on va récupérer en sortie des gaz. En fait, on va casser la molécule d'eau qui vont se séparer. Donc, elle va se séparer en oxygène d'un côté et en hydrogène de l'autre, évidemment. Des hydrogènes et des oxygènes pour avoir des gaz qui sont des molécules qui existent dans la nature. Voilà. Alors, pour ce qui est de la caractérisation électrochimique, donc ce que je vais faire ici, on va essentiellement parler de la pile et non pas de l'électrolyseur, mais c'est tout à fait transposable modulo un certain nombre de petites nuances. Voilà. Donc, on va aborder d'abord les aspects. On a une machine qui est électrochimique, donc qui est un petit peu au carrefour ici des aventures scientifiques, c'est-à-dire qu'on a un aspect électrique et ensuite un aspect chimique qu'on doit marier, ces deux aspects, pour arriver à faire un bilan en fait sur le fonctionnement du système. Donc d'abord les aspects électriques sur lesquels qui n'ont plus de secret pour vous, n'est-ce pas? On va avoir des grandeurs pour pouvoir caractériser le fonctionnement qui sont celles habituelles qu'on a déjà vues en fait en physique, c'est-à-dire que on va avoir d'un côté l'intensité qui traverse le circuit. Donc là on est sur le circuit externe de la pile. On va supposer qu'on est dans un régime continu, l'intensité elle est constante dans le temps, elle n'a pas vraiment raison de fluctuer en définitive, et donc ça correspond au flux de charge, c'est-à-dire en fait à la mobilité des électrons, au transfert d'électrons dans le circuit externe à la pile qu'on est venu brancher donc aux deux bornes de la pile. La tension ici, c'est la grandeur U que l'on peut tout à fait mesurer aux bornes de la pile également. Donc c'est une différence de potentiel entre les deux bornes. On va supposer que c'est également une grandeur qui est constante dans le temps, qui ne fluctue pas au cours de notre petite expérience en fait d'observation du fonctionnement de la pile. Alors justement à propos de fonctionnement, on va faire un bilan d'énergie. Donc comme vous le savez maintenant, ça intègre cette notion de temps. Donc on va considérer une durée de fonctionnement, donc top départ à 0, et puis T, ça va être le moment où on arrête, en fait, on fait le bilan de l'expérience. Donc T, c'est la durée. Q, c'est la charge électrique, en fait, qui va transiter dans le circuit externe. Vous savez qu'il y a une relation étroite, puisque en fait, Q et I sont liés par une petite formule qu'on verra tout à l'heure. Et Q, ça correspond donc au transit d'électrons, en fait, ça correspond au nombre d'électrons qui ont transité dans le circuit en question. Alors, les petites définitions, justement, on y revient, on a vu ça il n'y a pas très très longtemps, mais quand même, c'est qu'on a une relation I égale dQ sur dt, c'est-à-dire qu'en fait, I, c'est un flux de charge, donc en gros, ça correspond à la dérivée de la charge, et si on veut avoir la charge, en fait, il va falloir intégrer évidemment l'intensité en considérant donc le temps. C'est la formule qui est exprimée ensuite ici. Alors du coup, si I est constant, c'est l'hypothèse qu'on a faite juste précédemment, on peut tout à fait, on a une intégrale, donc entre le début de l'expérience et puis le moment considéré T, on peut sortir I de l'intégrale, on se retrouve une intégrale de dt, donc qui s'intègre en t tout simplement. Et on a la relation triviale pour, dans le cas où I est constant, que la charge en fait en coulomb qui va transiter dans le circuit, c'est tout simplement l'intensité en ampères qui circule, multipliée par le temps d'observation. Voilà. Donc une formule qu'on n'a pas forcément utilisée dans les TD, c'était pas très utile. Pour l'énergie électrique, par contre, on va avoir quelque chose d'un petit peu inhabituel en termes de résultats. C'est vrai que c'est une équation, on ne sort pas forcément de notre chapeau tous les jours. Elle est dérivée de l'observation suivante. Vous savez très bien qu'il y a ici une relation à l'énergie électrique, on va l'appeler E, entre l'énergie et puis la puissance. En fait, par définition, P, c'est la dérivée de l'énergie, c'est une notion instantanée. Et l'énergie, c'est en fait un bilan entre le début et la fin de l'expérience, donc c'est l'intégrale de P dt, à l'inverse de la dérivée.
Et comme on a un circuit électrique, vous connaissez très bien la formule P égale UI. Donc, du coup, on va remplacer ça dans l'intégrale. On a U qui est constant, I aussi d'ailleurs, par la même occasion. Donc, si on sort tout ça, en fait, on va retrouver l'expression qui est que l'énergie, c'est tout simplement la tension multipliée par la charge qui a traversé les circuits. Une formule qui est assez philosophique, qui est assez générale. Hein. La tension, en fait, c'est aussi lié à la notion d'énergie. C'est énergie par unité de charge. C'est la meilleure façon de comprendre la signification d'une tension électrique aux bornes d'un circuit. Voilà. Alors, autre chose, à partir de ces relations-là, on va avoir à faire un bilan au niveau du transit de charge. Donc, on a introduit ce qu'on appelle la loi de Faraday, qui est une sorte de bilan de charge en définitive, qui va transiter dans le circuit. On va compter les électrons, mais sous une forme un petit peu plus sophistiquée. Donc, la loi de Faraday, elle fait intervenir donc, cette relation Q égale NZF. Alors, les termes qui sont dans cette relation-là sont les suivants. Q, c'est la charge électrique, donc là, rien de nouveau sous le soleil, hein, on a vu que c'était l'intégrale de l'intensité. N, évidemment, c'est le nombre de moles d'eau, c'est-à-dire qui ont été fabriqués au niveau de la pile. Ça va en fait caractériser la quantité de matière qui sera mise en jeu lors du fonctionnement de la pile. Donc on a besoin de savoir combien il y a de moles de gaz, d'hydrogène, d'oxygène et puis d'eau qui ont été formés au cours du temps. Alors Z, j'en ai parlé tout à l'heure, en fait, on a besoin de faire un bilan de charge, donc il faut savoir que dans la réaction chimique, à chaque fois qu'on a une combinaison d'oxygène et d'hydrogène pour générer de l'eau, on a 2 électrons qui sont mis en jeu, ça apparaît dans la réaction chimique de base qu'on a vue tout à l'heure. Alors F, c'est la constante de Faraday. En fait, c'est une constante qui est plus ou moins connue. Alors, c'est pour faire un bilan de charge. Donc, en gros, on doit faire intervenir le nombre d'Avogadro, qui est le nombre d'atomes ou de molécules dans une mole considérée, et puis la charge. Donc, c'est simplement F, le produit de la charge d'un électron multiplié par le nombre d'électrons qu'on va avoir dans une mole. Hein. Donc on tombe sur des chiffres que vous avez déjà rencontrés par ailleurs. Quand on les associe, on obtient 96 500 coulombs par mol. Et en gros, ça correspond à la charge qu'on a finalement pour une mole qui va être mise en jeu lors de la réaction chimique. Donc voilà, on doit tenir compte du nombre d'électrons et de la charge de ces électrons. Donc, une fois qu'on a mis en place ces différentes équations, donc c'est plutôt des bilans de grandeur qu'autre chose, il faut qu'on s'intéresse aussi aux aspects de chimie, après l'aspect purement électrique, et puis l'aspect de charge qu'on vient de voir. Alors, on a besoin d'une grandeur que vous avez déjà rencontrée en sciences, qui est plutôt sur la thermochimie en définitive, le domaine de la thermochimie. C'est la notion d'enthalpie libre, ici, qui est la grandeur qui s'appelle G, qui est égale à H moins TS. Alors, je ne vais pas forcément revenir là-dessus, mais ce qui est sûr, c'est que H, c'est ce qu'on appelle l'enthalpie. L'enthalpie qui est une grandeur d'état pour tous les corps chimiques. Et en fait, ça dépend essentiellement de la pression et la température des gaz que l'on considère. Et on utilise en fait H, normalement c'est U plus PV, donc d'autres grandeurs intrinsèques, c'est la pression, le volume et puis l'énergie interne. Et quand on fait de la chimie, on utilise énormément l'enthalpie, ça permet de faire un bilan d'énergie en fait parce qu'on est à pression constante. Voilà. Donc on va retrouver cette grandeur assez fréquemment. Alors la variation ici d'enthalpie libre, elle est calculable. En fait, on va s'intéresser plus aux variations qu'aux grandeurs elles-mêmes. Ça veut dire que quand on a une réaction chimique, pour chaque corps en présence, on connaît H,
c'est-à-dire en fait c'est une fonction d'état qui dépend de l'état du, du corps, avant donc la réaction, puis ensuite on connaît l'enthalpie du, du corps chimique après la réaction. Donc on est capable de connaître par différence en fait la variation d'enthalpie des éléments chimiques, donc de faire des bilans sous forme de différence. Et c'est pareil pour... Alors T c'est la température de la réaction, et puis S c'est pareil en fait pour l'entropie. On est capable de faire un bilan sur ces grandeurs. Et donc par différence entre ce qu'il y avait avant et ce qu'il y avait après. Donc nous, on va s'intéresser ici à la variation de l'enthalpie libre qui correspond à la synthèse de l'eau. Donc quand on prend les corps en présence, on va tomber sur la valeur ΔG, donc qui est le bilan avant moins après, et on tombe sur une certaine valeur. Hein. Et donc sur ce résultat-là, on remarque qu'on a une valeur négative, en fait, c'est parce qu'on dégage en fait une énergie, c'est-à-dire que la réaction dégage de l'énergie, à la fois sous forme de chaleur, mais également, ici, la chaleur, ça correspond en définitive à TS, et puis G, c'est idéalement, ça va être l'énergie qui va être récupérable sous forme d'énergie électrique au niveau de la réaction. Voilà. Donc, hop, ça va permettre ici de faire une analogie, de faire un lien entre l'énergie électrique qui est récupérable et puis on va l'associer à la variation d'enthalpie libre. Donc, c'est l'enthalpie mais dégager des aspects calorifiques. Et du coup, si on suppose qu'on a vraiment une réaction électrochimique qui est parfaite, on va avoir l'égalité E égale moins ΔG, donc par mol d'eau produite, hein, puisqu'on l'a spécifié comme ça tout à l'heure. Et donc on suppose que voilà, d'un côté on a un petit peu de chaleur qui est émise, mais sinon, quand on a une variation au niveau des composants chimiques, on va récupérer toute l'énergie qui correspond donc à la variation dans l'enthalpie libre. Voilà. Ce qui permet ici de faire le lien, puisqu'on a vu que E, c'était en définitive la tension multipliée par la charge. ΔG, on peut quantifier ça en chimie. Du coup, on a également, avec la loi de Faraday, on a Q égale N ZF, hein, c'est le bilan sur le nombre d'électrons qui ont été produits, et du coup on va avoir une relation qui permet d'identifier directement la tension aux bornes de la pile en fonction de l'aspect chimique et puis ensuite du bilan de charge. Donc on a U égale moins ΔG sur ZF, une petite formule assez triviale, mais voilà. Je trouve qu'elle est vraiment intéressante cette formule parce qu'elle fait le lien entre l'électricité et la chimie, du coup. Alors, si on fait l'application numérique, on tombe sur un résultat qui est assez remarquable. Donc, bon, ΔG, on a vu qu'en chimie, quand on a une molécule d'eau, on a donc 237 266. Z, c'est le nombre d'électrons mis en jeu dans la réaction. Le nombre de Faraday qui intervient, 96 000 et quelques. Et puis, comme on a fait un bilan ici sur une mole d'eau, en fait, on a simplement N égale à 1, qui n'intervient pas explicitement dans la formule. Et on tombe sur un résultat qui est 1,23 volts. Donc, dans le meilleur des mondes, c'est-à-dire dans le cas où on récupère toute l'énergie, il n'y a pas de perte à la fois sous forme électrique, avec une résistance qui serait mal contrôlée, ou des dispersions de corps chimiques au niveau du cœur de la pile, on va avoir une tension théorique qui vaut exactement 1,23 volts. Voilà. Donc
Ça, c'est un petit peu en rêve, hein, c'est-à-dire que finalement, quand on fait des expériences, on s'aperçoit qu'on est un petit peu en dessous. Et ça va dépendre des conditions de fonctionnement de la pile. Et éventuellement, on peut obtenir une valeur très inférieure à ça. Si on sollicite trop la pile, il va y avoir des pertes en fait au niveau du fonctionnement et on aura une tension bien moindre. Ça, c'est vraiment la valeur tout à fait idéale et tout à fait théorique. Maintenant, donc, vous voyez que si vous voulez, on a de base 1 volt et quelques. Donc, une petite remarque, si vous voulez avoir une voiture qui fonctionne avec une pile à hydrogène, hein, c'est une technologie qui devrait peut-être aboutir, on ne sait pas, dans les années qui viennent. Typiquement, pour alimenter un moteur électrique, il faut à peu près 500 volts. Donc, vous voyez qu'il va falloir mettre des éléments en série. Donc, des piles, il va falloir les additionner, les mettre en série, de manière à cumuler leur tension et à dépasser les 500 volts. Donc il faudra un certain nombre comme ça d'éléments, de cellules à mettre en série pour augmenter en fait l'efficience et puis ici la tension de service. Alors pour un électrolyseur, on montre qu'on a un petit peu le même raisonnement, mais qu'en définitive, il faut considérer non pas delta G, mais en fait l'enthalpie complète de réaction. Donc on a un résultat qui correspond à 1,48 volts, un niveau supérieur de tension. En gros, ça c'est la tension qui est nécessaire pour casser la molécule d'eau. Si vous branchez un électrolyseur sur une alimentation continue, si vous voulez casser de l'eau, il faut, par cellule, en définitive, avoir une tension minimale de 1,48 volts. Voilà. Ça va permettre en fait, d'activer la réaction, et de déstabiliser en fait, la molécule d'eau pour séparer les deux gaz en question. Donc c'est la condition nécessaire et suffisante d'ailleurs. Alors un petit peu plus que, évidemment, en pratique, il y aura toujours des petites pertes pour activer le processus. Voilà. Alors, après avoir fait le lien pour la tension, on peut également, voilà, donc la tension, elle est un petit peu intrinsèque finalement, elle ne dépend que des aspects chimiques. Maintenant, en vrai fonctionnement, ici, on peut s'intéresser à l'intensité du courant qui va être délivré par une pile. Hein. Donc là, ce n'est pas les électrons qui circulent à l'intérieur de la pile, mais sur le circuit externe, évidemment. Alors, pour ce faire, il faut faire un bilan sur le gaz, ici. Donc, on va s'intéresser essentiellement à l'hydrogène. Alors, vous connaissez la relation des gaz parfaits, hein, PV égale NRT. La pression du gaz dans une enveloppe fermée, mais en fait, on peut considérer une colonne de gaz dans un tuyau, ça revient un petit peu au même, entre deux sections identifiées. Le volume qui correspond donc à cette portion qui contient le gaz. N, c'est le nombre de moles de gaz qui est contenu dans cette portion-là. R, c'est la constante des gaz parfaits. Et puis T, c'est la température. Donc la température, ici, ça va être évidemment à exprimer en Kelvin. Donc, voilà. Toc. Donc ici, je remets en place au niveau du diapo les éléments dont je vous ai parlé. Alors, le V, en fait, ça va être un volume consommé, c'est-à-dire qu'on va considérer que c'est un petit volume dans un tuyau le gaz parcourt ce tuyau et ça va concerner en fait un certain temps de fonctionnement. Voilà. Donc c'est pas un volume emprisonné, si vous voulez, c'est un volume qui va circuler durant une certaine durée dans un gaz, dans un tuyau celui d'alimentation en fait de la pile. Voilà. Alors, si on combine toutes les équations qu'on a vues précédemment, il y en a un certain nombre, donc il y a un petit jeu à faire là sur ces équations pour les mettre pour faire le lien. Et du coup, on va arriver à une équation intéressante qui permet de qualifier le débit et qui est simplement, on divise le volume qui va passer donc
dans un temps donné dans la pile, toujours mon histoire de portion de gaz enfin, dans le tuyau de gaz qui alimente la pile. Et on va tomber sur la formule RIT divisé par FPZ, donc je rappelle, R, la constante des gaz parfaits, I, c'est l'intensité du courant électrique qui circule dans le circuit donc, externe, T, la température de fonctionnement donc, de la pile, donc c'est le cœur de pile. F, c'est le nombre de Faraday, donc c'est une constante. P, c'est la pression de fonctionnement, hein, ça peut ne pas être forcément la pression atmosphérique. Et puis Z, c'est le nombre d'électrons mis en jeu. Voilà. Donc on a une relation qui fait le lien, donc encore une fois, entre la chimie et l'électricité, et qui permet voilà, de calculer le débit d'hydrogène, donc la consommation d'hydrogène par la pile en fonction du courant que vous voulez produire. Donc là, il n'y a pas de U, hein, vous voyez, par exemple, c'est la seule grandeur électrique qui intervient, c'est le I. Et quelque chose qui est assez philosophique quand même, on voit que voilà, I et Q sont proportionnels. En gros, si vous voulez ici fabriquer un courant avec une certaine vigueur, avec une certaine intensité, il faut alimenter la pile avec un débit suffisant. Donc on a cette relation de proportionnalité. Alors, si on inverse la formule, voilà, on va arriver donc, à la relation inverse où voilà, l'intensité va être proportionnelle au débit à l'entrée de la pile en question. Voilà. Donc ça c'est pareil, comme tout à l'heure pour U, là on est sur I et sur Q. En fait ça marche plutôt bien ici. On a quelques pertes par diffusion, le gaz arrive à diffuser et à passer un petit peu au travers de la membrane éventuellement, donc on a des pertes. Donc tout le gaz ne va pas être mis en jeu au niveau de la réaction, donc on n'aura pas forcément 100% du débit qui va être utilisé pour fabriquer ce courant électrique. Quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais vous avez dû voir en TP aussi, c'est que finalement les réactions en pratique, elle n'est pas idéale. Donc on a à la fois ici des pertes de diffusion, mais on a aussi des pertes au niveau de la tension et au niveau de la puissance, et on a un rendement qui est loin de valoir en fait 100% au niveau de l'énergie, hein, ce qu'on verra dans la vidéo prochaine, en vous remerciant.